Très respectable grand maître, j'ai vu que vous étiez modérateur en même temps. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues parlementaires, permettez-moi de saluer particulièrement le président Hervé Marseille, qui préside le groupe de l'Union centriste au Sénat. Madame l'ambassadrice d'Israël, monsieur le maire du 17e arrondissement, parce que nous sommes dans son arrondissement, et je voulais le saluer, monsieur le maire. Monsieur le président de l'Observatoire de la laïcité, cher Jean-Louis Bianco, les représentants de culte sont ici présents. Permettez-moi de saluer, chacun comprendra s'il a lu mon bouquin, le pasteur Claveroli, et vous tous, anciens grands maîtres, et vous tous qui partagez ces valeurs de la Grande Loge de France. Chère Christine Kelly, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité en un lieu où initiés et profanes se réunissent pour consolider une République qu'ils souhaitent plus juste et plus humaine. Cher grand maître, la table qui nous accueille et que vous présidez porte le nom de Gaston Monnerville. Et portant le nom de Gaston Monnerville, le gaulliste que je suis, occupant son bureau, s'est interrogé et passionné pour la présidence et la vie de Gaston Monnerville. Je vous le dis, parce que naturellement, j'aurais pu avoir un réflexe militant. Mais d'abord, ce grand résistant qu'a été Gaston Monnerville, ce grand républicain, ce grand porteur de la diversité, de par ses origines, qui, comme Félix Éboué, quelque part, portait cette France de la diversité et qui réussit à se faire élire dans le Lot, ce qui n'était quand même pas sa terre d'origine, est la marque d'une richesse de notre pays. Et je me suis intéressé aussi à ses relations avec le président de la République, Charles de Gaulle. En fait, elles se sont fortement dégradées au moment de la proposition de modification du référendum pour l'élection du président de la République au suffrage universel. Il y avait deux conceptions des partis politiques, deux conceptions entre la conception de Gaston Monnerville et celle de Charles de Gaulle, qui, lui, considérait que le régime des partis nous avait notamment conduit à juin 40, et que le régime des partis avait recommencé entre 46 et 58. Mais je dois vous dire que, pour quelques échanges, notamment au moment de la première crise majeure en Algérie, sous la présidence du général de Gaulle, on parle, c'est pas encore le mot, mais souvenons-nous, d'état d'urgence. Il y a un échange entre deux, où Gaston Monnerville montre sa confiance qu'il a dans le général de Gaulle à ce moment-là. Je voulais simplement le rappeler parce que j'ai l'honneur d'occuper à titre temporaire son bureau. Et je dois dire qu'il y a quelque chose d'émouvant d'être dans ce bureau de Gaston Monnerville. Je suis heureux d'être parmi vous aux côtés de Jérôme Fourquet, qui a contribué à la formation continue du cabinet de la présidence du Sénat en présentant, moins de 2 semaines après sa sortie, son ouvrage L'Archipel français, qui est, je dois le dire, une œuvre de référence. Parler des fractures françaises, c'est évoquer les menaces qui planent sur la République et sur la nation. Je compléterai mes propos par une question qui peut-être sera jugée provocante. N'est-il pas déjà trop tard? Point d'interrogation. Le mouvement social de 1995, les émeutes urbaines de 2005
les attentats commis depuis 2012, la révolte des ronds-points, dits des Gilets jaunes, sont, j'en conviens, des événements différents, mais ils sont, à mes yeux, le signe d'une France qui se fragmente. Suite aux attentats de 2015, dans un rapport établi à la demande du président François Hollande, que j'avais intitulé « La nation, un héritage en partage », j'avais souligné combien la restauration du sentiment d'appartenance à la nation passait par la résorption de ses fractures sociales, territoriales, ethniques, religieuses. Fractures, je peux vous l'assurer, que je constate concrètement sur le terrain lors de mes déplacements. Ces fractures, je les avais évoquées avec le président de la République, Emmanuel Macron, alors qu'il avait eu la grande courtoisie républicaine, c'était la première fois, de me rendre visite au Sénat la veille de son investiture en mai 2017. À sa question « Comment sentez-vous le pays ?» nous n'étions que tous les deux. Je lui répondis « Fracturé à l'image du premier tour de l'élection présidentielle. » Car ça n'était pas une élection, cher Jérôme Fourquet, tout à fait comme les autres. Mais quand on l'analyse, nous avons tous les signes de cette fragmentation à l'œuvre depuis un certain nombre d'années. Je lui rappelais alors qu'il était essentiel, comme je l'avais écrit à François Hollande, et ce document est public, de s'appuyer sur la trame, à mon avis irremplaçable, des 550 000 élus territoriaux qui sont la force de notre pays. Depuis longtemps, des fractures économiques et sociales affectent la société française et mettent à mal sa cohésion. Cher grand maître, vous venez du Nord, et il est des territoires qui ne se sont jamais remis de la désindustrialisation, ayant touché une part non négligeable de la classe ouvrière et de la classe moyenne, sans que jamais l'appareil de formation et de tissu économique ne puisse lui offrir de réelles reconversions. Je vous invite à aller vers le Luxembourg si riche, non pas par l'autoroute, mais par la route qui nous conduit par les Assiries, en Meurthe-et-Moselle. Vous y verrez ces cheminées rouillées, ces territoires désertés. Vous y verrez comment, quelque part, on ne s'est jamais remis de la désindustrialisation. Je vous invite à aller entre Hirson et Laon. Et vous verrez dans quel état est notre pays. Mais vous y verrez aussi que le vote au deuxième tour d'élection présidentielle, Jérôme Fourquet le dit, parlant d'autres territoires, sont ces territoires où Mme Le Pen est arrivée en tête, et parfois largement en tête, du deuxième tour de l'élection présidentielle. La fracture sociale est d'abord éducative. Dans leurs orientations et leurs résultats scolaires, les jeunes Français apparaissent largement tributaires de leur origine sociale, mais aussi de leurs origines géographiques. Les classements OCDE ou autres ne sont guère pour nous des signes de gloire, et pourtant nous sommes un pays qui mettons dans l'éducation des moyens considérables, parfois beaucoup plus que d'autres pays qui, eux, ont des meilleurs classements. Que dire, c'est plus actuel, je voulais vous le dire, de la souffrance sociale et morale endurée par le monde agricole. Que dire de l'agribashing dont ils font l'objet au nom d'une nouvelle vision urbaine, respectable, de la relation entre l'homme et la nature. Soyons-y attentifs. Je crois que Jérôme Fourquet, j'en suis même sûr, parce que nous l'avons évoqué ensemble, l'aborde dans son ouvrage.
L'idée de fracture sociale était déjà au cœur de la campagne électorale de Jacques Chirac, souvenons-nous, en 1995. Elle a conduit en 2004, j'en ai un souvenir précis dans l'équipe Borloo, au pacte de cohésion sociale, qui s'articulait autour de 3 axes. L'emploi, le logement, l'égalité des chances. À y regarder, il y manquait sans aucun doute cette partie de République que nous n'avions pas emportée dans le pacte de cohésion sociale, qui aurait dû être aussi un pacte de cohésion républicaine. Le mouvement des Gilets jaunes, dont l'élément déclencheur fut la hausse des taxes sur les carburants, a été analysé par certains, et je le partage, comme le retour de la question sociale au cœur de la société française. Ce mouvement, renouant sans même en avoir conscience, avec une forme de lutte des classes, il a apporté à ces perdants de la mondialisation, qui ne vivent pour certains plus dignement ni de leur travail ni de leur pension, en leur donnant une visibilité, une solidarité, une forme de camaraderie retrouvée. Et j'utilise le mot camaraderie par rapport à ce qu'il signifiait dans la lutte des classes. Et si moi je me suis engagé chez les gaullistes sociaux, très jeune, en classe de première, j'aurais dû être de gauche. Mais je ne supportais pas la lutte des classes, qui m'apparaît d'ailleurs assez contraire à un certain nombre de principes qui avaient baigné mon éducation et ma construction, mais en même temps le sens de la camaraderie retrouvée, qui faisait pendant chez les gaullistes le compagnonnage, était le sens de se retrouver ensemble. À cette fracture sociale est venue bien sûr se greffer la fracture territoriale. Peut-on les séparer ? Des auteurs tels que Christophe Guilly ont démontré qu'il s'opérait une véritable relégation d'une partie substantielle de la population française. Et pas simplement dans les territoires ruraux, dans les petites villes, dans les bourgs-centres, dans un certain nombre de villes moyennes qui sont mis à l'écart des métropoles. Tout cela ont le sentiment qu'il n'y aurait d'avenir qu'autour de la métropolisation, de la mondialisation et de la financiarisation. Je voudrais vous donner 2 réflexions qui m'ont été faites. Dans le Pas-de-Calais, Assemblée des élus, nous sommes en 2016. Un maire me dit « Mais, Monsieur le Président, pourquoi vous ne faites des lois que pour que quelques métropoles et régions puissantes ?» On vit les lois de 2015. Très récemment, dans l'Allier, réunion des élus du Bourbonnais, un maire en public me dit « Monsieur le Président, est-ce que vous vous rendez compte que Paris est plus loin de Montluçon ou de Moulins que Paris n'est de Barcelone, de Londres ou d'Amsterdam ?» Je crois que ces 2 propos me paraissent révélateurs du sentiment. Mais pardonnez-moi, quand on dit sentiment, mais c'est la réalité de ce que vivent les gens. Le sentiment de relégation nourrit le ressentiment de ce que j'ai qualifié dans mon rapport à François Hollande, la France d'à côté, qui d'ailleurs, vous analysez les élections européennes de juin dernier, a voté largement pour le Rassemblement national, à la différence des métropoles, sauf celle du Sud. Il est donc urgent, me semble-t-il, de renouer le fil du dialogue avec la France des marges et de consolider les liens institutionnels qui lui offrent un projet politique et une proximité attentive. La proximité. Au fond, nous l'avons remise en cause. Sous couvert de modernité, nous avons décidé de régions parfois vastes comme l'Autriche. Nous avons décidé
c'était en 2015 et en 2016, d'intercommunalités dont certaines sont composées de 150 communes. Puis-je vous citer l'exemple de l'intercommunalité autour de Saint-Gaudens, je dis ça de mémoire, un peu moins de 25 000 habitants, 102 communes, l'Assemblée délibérante 152, 17 de moins que le Parlement belge. Certes, ils n'ont pas de problème linguistique, mais pour aller à la réunion de la commission d'urbanisme d'une fond de la vallée pyrénéenne jusqu'à la Plaine, il faut aller-retour 2 heures. Comment voulez-vous que ces élus aient le sentiment d'appartenir à quelque chose de collectif et en même temps à représenter leur proximité? Or, qu'on le veuille ou non, la seule collectivité visible de cette France d'à côté, c'est d'abord leur commune. Vous savez, même à Rambouillet, qui ne vit pas de drame épouvantable, dont je fus maire 3 décennies, on dit « je suis de Rambouillet et je suis de France ». C'est d'abord la commune qui est le lieu de l'identité. La verticalité de l'exercice du pouvoir, la recentralisation de décisions symboliques ont contribué à alimenter le sentiment d'un décalage croissant entre les orientations prises par les responsables politiques nationaux et les attentes réelles de nos concitoyens. C'est Pascal Perrineau qui l'analyse. Ainsi, la plupart des problématiques portées par la révolte des ronds-points, comme par les participants au grand débat national, il était d'ailleurs le garant que j'avais désigné, concernaient d'abord les moyens et les services publics disponibles dans les territoires, avec notamment l'émergence du sujet de la santé. Il n'est que de faire, Madame la Ministre, les assemblées générales de maires, j'en ai fait 72 en 24 mois, pour savoir que c'est un sujet présent quasiment partout. Et où j'ai le sentiment de l'inéquité républicaine. Savoir qu'il y a 5 fois moins de pédiatres per capita dans le département de l'Yonne par rapport aux Yvelines, ce n'est pas le sentiment que nous ayons réussi au moins l'équité républicaine. Il faut donc que les demandes puissent davantage s'exprimer en direction des collectivités territoriales, que celles-ci aient les moyens d'y répondre. Et je crois qu'elles seules peuvent y répondre. L'unicité de la nation, à laquelle je suis très attaché, ne signifie pas des déclinaisons uniformes de la norme et de nos politiques sur tous les territoires. Nous ne pourrons faire reculer les inégalités que si nous tenons compte de leurs disparités. Madame la ministre des Outre-mer, vous le savez, c'est bien cette disparité auxquelles il faut apporter un certain nombre de réponses. Une nouvelle étape doit donc maintenant s'ouvrir, fondée sur les libertés locales, sur le respect et la reconnaissance des élus, sur la proximité, sur la différenciation territoriale, y compris par la voie de l'expérimentation. Il faut inverser le logiciel, je le dis clairement. D'ailleurs, était le thème de mes conventions. En partant de la proximité. Vous savez, le président des maires du Nord, il dit « l'écologie, décidée d'en haut, punitive, divise. L'écologie locale rassemble. » Je crois qu'il faut s'inspirer de ce propos tenu, et je participais à la réunion du bureau de l'Assemblée des maires du Nord. C'est vrai pour la mobilité, pour la réindustrialisation, je l'ai vécu à Valenciennes, pour la ruralité, pour la formation, pour l'apprentissage. C'est vrai aussi pour le logement, mais aussi pour la santé. Vous voyez bien la multiplicité des réponses suivant les départements, au point que dans le département de Saône-et-Loire, dont le président n'est pas un dangereux révolutionnaire, nous aurons bientôt 100 médecins salariés faisant de la médecine quotidienne, générale. Voilà la réalité, tout simplement pour tenir sur le territoire une présence médicale. Le principe de base qui doit nous guider, c'est celui de la subsidiarité qui conjugue au mieux efficacité et proximité. Il faut assouplir la répartition des compétences. CIS, qui n'était pas Cambacérès,
disait « Le pouvoir vient d'en haut et la confiance d'en bas ». Je crois qu'il faut le méditer. Cette confiance d'en bas commence par la commune. Pour reprendre la formule qui n'est pas de moi, mais d'un sous-préfet à qui je demandais « Comment vous ressentez la commune ?» Ce sous-préfet, il n'était pas né fondamentalement dans le territoire français et des origines. Il s'appelle Abdelkader Guerza. Il est aujourd'hui sous-préfet de Palaiseau. Il avait été sous-préfet de Rambouillet, sous-préfet de Dreux. Et je lui dis, mais comment vous sentez la commune, vous? Il m'avait dit, la petite République dans la grande. Et pardonnez-moi, à la fin de l'année dernière, les 35 000 communes ont été 35 000 petites républiques dans la grande, qui, face au vent fort, a permis à la République de faire face. Alors, les fractures sociales et territoriales se conjuguent aussi avec des fractures identitaires et religieuses. Le 25 avril dernier, le président de la République a parlé même de sécession dans sa conférence de presse. Regardons les choses en face. Plusieurs centaines de quartiers de notre pays présentent des signes tangibles de rejet des institutions et de ses représentants qui sont l'incarnation de la République. Les policiers, les pompiers, les professeurs, les médecins font l'objet d'agressions intolérables depuis trop longtemps. Comment ne pas penser à ces policiers qui, n'en pouvant plus, sont dans la désespérance et parfois mettent fin à leur jour? Finkielkraut disait en 2005 « Je suis horrifié par ces sécessions ». Il parlait même de barbarie de ceux qui brûlaient les écoles et les bibliothèques. Moi, je suis le sénateur de Chanteloup-les-Vignes. Je suis le sénateur de la Verrière, en même temps que le sénateur de Versailles, de Saint-Germain-en-Laye et de Rambouillet. Je suis le sénateur de Mantes-la-Jolie. Et je peux vous dire que ce n'est pas une vue de l'esprit de politique qui voudrait nourrir le populisme. Quand on vous dit à la Verrière, c'est encore pire, il n'y a même plus de violence, il n'y a que le silence. Vous vous posez la question de la République. Quand il n'y a plus de musique au centre de loisirs des enfants parce que la musique conduirait à je ne sais quels errements, vous vous dites que la République a reculé, qu'elle a même abdiqué. Et je dois rendre hommage au préfet des Yvelines qui a décidé de ne pas abdiquer face à tout cela. Il faut avoir le courage de le dire, depuis 30 ans, tous les gouvernements portent la responsabilité d'un certain renoncement. Je n'oublie pas les propos de Gérard Collomb. Au jour de son départ, c'est la loi du plus fort qui s'impose, celle des narcotrafiquants et des islamistes radicaux, qui a pris la place de la République. Fin de citation. Oui, il faut assurer l'ordre et, dans un certain nombre de cas, le rétablir. La reconquête territoriale de ces quartiers est un enjeu majeur. Le maire de Rotterdam, dont les origines sont plus proches de celles d'Abdelkader Guerza que de moi, d'ailleurs a dit « il faut reconquérir, immeuble par immeuble, une partie des quartiers de ma cité ». Elle passera par des séquences de tensions et de confrontations. Il faut que nous en ayons conscience et il faudra les assumer. Les efforts de prévention, de présence et de proximité portent parfois leurs fruits. Encore faut-il éviter le saupoudrage, les actions à la marge, les opérations opérant plus sur les effets que sur les causes. L'État a surtout réagi en fonction des violences urbaines et répondu par un amoncellement de dispositifs unifiés sous le vocable politique de la ville. Je fus d'ailleurs le premier rapporteur de la politique de la ville, historiquement au Sénat. Le ministre d'État nommé par François Mitterrand s'appelait Michel Delebarre. C'était un homme du Nord, et souvenez-vous, Vaux-en-Velin et autres lieux. J'ai vécu avec l'ANRU, qui certes a modifié l'aspect de nombreux quartiers et peut-être évité certaines aggravations, mais spécialité française s'est transformée en procédure technocratique, lourde et rigide. Là où nous mettions 10 mois pour faire un projet, aujourd'hui il faut 3 ans, un nombre d'études invraisemblable, et je dois vous dire, quand l'étude a été donnée, il y a longtemps que les causes ne sont plus tout à fait les mêmes et qu'il faudrait une autre politique. Mais ayons le courage de dire que toute rénovation urbaine
ne peut aller qu'avec la restauration de l'ordre républicain, le renforcement de l'éducation et la présence des services publics. Le dédoublement des classes, décision prise par le président de la République, est une excellente mesure concrète. Il va falloir aussi que nous le poursuivions dans les collèges et les lycées, car si nous y mettons beaucoup d'argent, notre classement reste néanmoins, comme je le disais, assez catastrophique. Une nouvelle approche de la politique de la sécurité me paraît indispensable pour répondre aux attentes légitimes des Français. Et bien sûr, il nous paraît nécessaire de renforcer la coordination entre les acteurs de sécurité, bien sûr police, gendarmerie, mais aussi le rôle joué de plus en plus important par les polices municipales, qui sont complémentaires, faisant du maire un acteur incontournable en matière de lutte contre l'insécurité. Le Sénat a d'ailleurs proposé, dans le texte engagement et proximité, cette coopération opérationnelle au niveau de chaque territoire. C'est aussi le fruit de la commission d'enquête du Sénat, vous vous souvenez, sur l'état des forces de sécurité intérieure, le rapport Boutan-Grosdidier de juillet 2018. Nous ferons des propositions le 11 décembre dans la mission de la vice-présidente du Sénat, Catherine Trondeleu, et de président Patrick Kanner, sur les sapeurs-pompiers, quant à leur formation, leurs moyens matériels, face aux nouveaux risques rencontrés. Les nouveaux risques rencontrés tiennent moins de l'incendie ou de l'effondrement que du caillassage des véhicules et que d'agressions. Je ne vous fais pas de dessin, vous avez tous en tête ce qui se passe. Comment ne pas aussi aborder la question de la dérégulation des flux migratoires, qui a parfois pour conséquence la déstabilisation de nos sociétés, et notamment de certains de ces quartiers. Il ne faut pas minimiser la pression migratoire aux frontières de l'Europe et déclarer que les temps de forte pression migratoire seraient derrière nous. Je vais vous donner un exemple très récent. J'étais en 2018 à Agadez, grâce notamment à l'Union européenne, à la mission civile de l'Union européenne et des autorités nigériennes. Il passait 100 migrants à Agadez par semaine. Il y a un mois, le chiffre moyen était de 2500 à 3000 par semaine en direction de la Libye. La réalité, c'est ça. Non pas pour exclure, non pas pour maudire, mais la réalité, c'est qu'en plus, on les emmène dans le trou noir de la Libye, où le Haut Comité international de la Croix-Rouge ne peut même plus aller. Et donc, au fond, nous condamnons ces hommes et ces femmes à une situation absolument incroyable. Vous savez, j'ai été à Lampedusa, avant que un certain Salvini n'arrive. Je peux vous dire, vous n'en revenez pas identique. Parce qu'à chaque fois, c'est des hommes et des femmes. Et qu'il est facile de faire des grands discours, mais quand vous êtes passé 2 jours dans le camp, même très bien accueillis par les autorités italiennes à Lampedusa, quand vous êtes avec les gardes-côtes en train de ramasser des gens, entre guillemets, qui sont dans l'eau, vous vous dites que si on ne prend pas la question migratoire globalement, eh bien, si ça ne devient pas une question européenne, vous verrez qu'on risque un jour de se réveiller italien de la plus mauvaise manière. Et je pense qu'il faut traiter cela. Je souhaiterais vous dire un mot de la laïcité, qui est l'une des préventions contre ces fractures françaises. J'ai d'ailleurs produit avec Marcel Gauchet, au mois de juin dernier, une réflexion de plusieurs mois d'échanges sur la loi de 1905, à laquelle, je vous le dis, je suis extrêmement attaché. La laïcité comporte le respect de chacun, quelle que soit sa conception de la foi ou de son absence de foi. Encore faut-il avoir une laïcité qui ne soit pas crispée. Mais moi, je suis brillant. La loi doit protéger la foi aussi longtemps que la foi ne prétendra pas dire la loi. Tout est dit dans ces propos d'Aristide Briand. Appliquer la loi de 1905, éviter d'évoquer l'éventuelle modification de ce repère essentiel de notre République,
Éviter aussi que les représentants des cultes aient en même temps le sentiment de voir aujourd'hui les équilibres et leur liberté entravés. C'est aussi un sujet. La confiance doit donc être restaurée. Moi, je le dis, c'est dans ce travail que nous avons fait avec Marcel Gauchet. Je crois qu'il faut sortir de la conception police de la relation avec les cultes au travers du ministère de l'Intérieur et rattacher le bureau des cultes directement au Premier ministre. Il doit s'agir pour l'État de mieux accompagner les cultes en fonction des besoins qui leur sont propres. À l'heure où la différenciation est évoquée s'agissant des collectivités territoriales, les cultes, tout en restant strictement dans la loi de 1905, doivent pouvoir échapper à l'uniformisation de leur relation avec l'État. Vous savez, les problèmes des cultes sont différents. Pour l'Église catholique, l'entretien du patrimoine historique religieux de première importance est un sujet, notamment dans la ruralité. Les mouvements évangéliques, eux, se soucient davantage de l'édification de nouveaux lieux de culte ou de l'acquisition de la qualité d'association cultuelle. L'État, en étant ferme sur les principes de la laïcité, se doit, à mes yeux, d'être aux côtés des musulmans, les aidant à faire émerger une nouvelle organisation de l'islam en France, à être attentif à la formation, bien sûr, des imams et des aumôniers, à diminuer la présence d'imams étrangers, à contribuer à la transparence du financement. Il faudra bien qu'on sorte du système consulaire, parce que je ne vois pas d'autre manière de faire. Le Conseil français du culte musulman, on lui reproche souvent beaucoup de choses, mais il est encore adolescent. Il a le mérite d'exister. L'élection de ses représentants a lieu en ce moment même. Elle est même en train de s'achever. Il doit mûrir, prendre conscience d'un certain nombre de réalités, donner plus sa place aux jeunes et aux femmes. Sans clergé, une organisation hiérarchique et pyramidale de l'islam de France ne paraît pas possible. Une organisation plus déconcentrée qui partirait de la base vers le sommet, un peu, cher pasteur Claveroli, à l'image de l'Église protestante unie de France, pourrait être une piste, me semble-t-il, à explorer. La question du financement est importante. Le CFCM a créé une association pour le financement et le soutien, placée sous le statut de 1905, capable de contribuer en toute transparence à l'entretien et à la construction de lieux de culte. Alors, je le dis, je pense qu'il faut les accompagner dans leur démarche. Une charte en vue de l'agrément des imams et des aumôniers musulmans a été mise en place. Il conviendra, là encore, dans le cadre d'un accompagnement de la part de l'État, de veiller à ce que cet agrément, bien sûr, soit conforme aux valeurs de la République. La reconnaissance de la liberté de culte doit aller de pair avec une lutte, bien sûr, volontariste contre le radicalisme islamique. Une majorité de nos compatriotes de culture et de religion musulmane respecte et est attaché à la laïcité. Mais la charia s'est imposée dans le silence, parfois, le silence, je l'évoquais tout à l'heure, face aux lois de la République dans certains territoires de notre pays, et notamment chez les jeunes. J'en suis témoin dans mon département des Yvelines. Partout, la République doit refuser de reculer. Partout, elle doit refuser. Les préfets sont des interlocuteurs majeurs. Ils doivent exercer pleinement leurs responsabilités sans faiblesse. Des lois existent. Pour les groupes radicaux, pardonnez-moi, la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées ne nécessite pas qu'on se remette à légiférer. Nous avons tout. Le salafisme, c'était le Premier ministre de Villepin à l'époque qui disait « Au lieu d'être une secte, c'est un mouvement extrêmement dangereux qui complote contre ce qu'est la République, ce qu'est la nation. La seule solution, c'est la dissolution. » Les maires de France et les élus locaux constituent une vraie garde nationale face au fondamentalisme. Alors on parle beaucoup des élections. Moi j'ai la conviction que des listes salafistes ou celles des frères musulmans ne s'afficheront pas au grand jour, mais qu'il faut plutôt être attentif. Tous les mouvements politiques attachés à la République, aux tentatives d'infiltration, y compris pour tenter de gagner au deuxième tour ou au troisième tour. Naturellement, le rôle des préfets sera essentiel, tout comme le rôle de nos services de renseignement. Alors, pour gagner cette bataille, j'ai été trop long, cher grand maître. Le peuple français, dans toutes ses composantes, doit
comme vous le souhaitez, demeurer unis pour vivre ensemble au sein d'une communauté nationale au singulier. Je suis pour la communauté au singulier. Je déteste les communautés au pluriel que nous sommes en train de vivre. Alors je suis peut-être, pour moi, le moment de répondre à la question que j'avais posée au début de mon intervention. N'est-il pas déjà trop tard? Alors je vais emprunter à Pierre Brossolette. Le 18 juin 1943, à l'Albert Hall de Londres, il parlait aux Français. Moi, je pense qu'il n'est jamais trop tard. Et qu'est-ce qu'il disait? Ce qu'ils attendent de nous, ce n'est pas un regret, mais un serment. Ce n'est pas un sanglot, mais un élan. Je vous propose d'être plutôt dans l'élan que dans le sanglot, et c'est ma vision des choses pour que nous formions République ensemble et Nation ensemble. Je vous remercie.